Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Commentaire. Ces réflexions sont purement empiriques. Elles sont nées de l'expérience et du travail. Elles ne font aucune référence à la science ou à la médecine. Qui les applique devrait pouvoir chanter. Et pourtant le chant pour chacun de nous est tributaire d'un larynx et d'un psychisme. De cela il ressort que pour chacun, les mots revêtent un certain sens et que leur compréhension entraîne une action chaque fois différente, d'où la difficulté de l'enseignement. Ce dernier nécessite des mots différents pour pouvoir arriver pour chacun à un même résultat, bien chanter. D'autre part, il faut savoir que le chant reflète l'individu comme une belle peau reflète une bonne santé. Un psychisme très perturbé peut rendre le travail du chant quasiment impossible. Le chant est l'école de la vérité, chanter avec sa voix, pas avec celle d'un autre. Il y a là l'école de la sincérité, l'abandon de tout effet, une rigueur absolue. Ce n'est pas la façon de chanter qui détermine la catégorie vocale d'un chanteur, c'est son larynx. Donc il est inutile de grossir ou de tuber le son. Car seule l'oreille interne, si elle est ignorante, peut y trouver un agrément. À l'extérieur, l'effet produit sera inversement proportionnel à la satisfaction éprouvée par l'interprète. Le procédé d'émission reste toujours le même, quelle que soit la nature de la voix. Il n'y a pas de catégorie vocale supérieure à une autre. Il y a des artistes sincères qui pourront être aussi éblouissants dans l'opérette que dans l'opéra. Leurs prestations enrichiront des âmes différentes, tout aussi importantes les unes que les autres, n'en déplaise aux esprits superficiels. Vouloir, pour un jeune, imiter un grand chanteur aux belles sonorités est la certitude de l'échec. Ce qu'il entend chez cet ou cet artiste est le résultat d'une vie de travail, de réflexion, et pas plus qu'on ne peut confondre le vin vieux et le vin nouveau. On ne peut copier un artiste qui offre le résultat d'un long travail. D'autre part, cet artiste a un larynx différent, une vie affective différente, une servitude physiologique, et sa vérité n'est pas celle d'un autre. Le jeune chanteur doit au contraire construire courageusement son propre édifice avec ses qualités et ses défauts, avec son psychisme. Surtout être soi-même et ne pas tricher. Est-il possible d'écrire sur le chant? Peut-on écrire des informations utiles pour l'autre? Il peut être totalement ignorant, il peut avoir de mauvais acquis, il peut avoir des acquis disparates que rien ne lie entre eux. Seul le temps peut permettre aux sensations de se rejoindre et de s'inscrire dans un ensemble cohérent. Que peut-on demander à un chanteur sur le plan de l'émission? Une impression de facilité, une bonne diction, une homogénéité maximum, la disposition au minimum pour défendre le répertoire lyrique, de 2 octaves. S'ajouteront à ces qualités tout ce qui est immatériel, la sensibilité, la musicalité, le mûrissement du texte et des mots afin que le chant soit du chant et non des sons. Tous les grands compositeurs ont voulu cela. Pour y arriver, seule une langue et une diction parfaitement maîtrisées peuvent le permettre. Seule la compréhension du mot par le chanteur et l'auditeur permet l'accomplissement parfait du chant. Si aucun ne comprend, ce n'est pas du chant, mais du son. Le mot a une poésie, un contenu, et la voix, la diction, la sensibilité du chanteur doivent lui rendre justice et exprimer la pensée profonde du compositeur qui a longuement nourri l'expression de ce texte par la musique. Le son est immatériel, et il est enfermé dans un espace imaginaire. Comment matérialiser dans l'esprit du chanteur ces éléments insaisissables? Dans le chant, il y a peu de choses absolues, valables pour tous. Un de ces éléments est pourtant valable pour tous, c'est le soutien. Qu'est le soutien et surtout comment le provoquer? Afin qu'il ne cesse de se développer tout le long de la vie du chanteur et rende le chant un véritable plaisir pour le chanteur et pour l'auditeur. Pour l'expliquer, je dois faire maintenant une analyse du phénomène vocal. J'ai travaillé avec 2 très grands chanteurs qui avaient une approche différente du chant, Georges Jouatte et André Haute. À travers eux, j'ai pu appréhender l'idée que l'on s'est faite du chant pendant plusieurs dizaines d'années, et aussi par tous ceux que j'ai entendus. Comment se fait-il qu'avant la guerre de 14 et entre les 2 guerres, nous ayons eu tant de grands noms et aujourd'hui si peu? J'ai écouté beaucoup de ces chanteurs et notamment César Veszani, aujourd'hui incontesté, et Oskar Hamberg, repiqué en Autriche. J'ai entendu leur chant, non comme quelque chose de vertical, mais comme quelque chose d'horizontal, de directionnel. J'ai entendu leur chant comme venant de derrière les dents. Il est vrai que l'action de soulever existe en chant,
mais elle existe pour mieux projeter. On soulève pour porter la voix plus loin, et non pour la porter toujours plus haut. D'ailleurs, le seul orifice de sortie de la voix est la bouche, les sons graves doivent y remonter et les sons aigus doivent y descendre. Comment obtenir l'homogénéité, si tous les sons ne sont pas émis selon la même idée? L'idée selon laquelle la voix doit aller dans les résonateurs est l'erreur qui prive le chanteur de ses aigus. L'efficacité des résonateurs est la conséquence d'une belle émission, en aucun cas la cause. 40 ans de travail quotidien, 25 ans d'échanges et des résultats incontestables m'ont confirmé ces observations. Je vais maintenant essayer de matérialiser le soutien. On pourrait définir le soutien par une tension du corps, le rendant prêt à expulser les sons, encore que le mot tension contient l'idée d'une rigidité qui serait impropre. Christiane Castelli appelait cela « alerte pacifique », et cela me semble assez juste. On peut expliquer, comme on le fait habituellement, le mouvement du diaphragme. C'est vrai, il existe, mais le mouvement du diaphragme n'est parmi les réactions du corps que la plus apparente, alors qu'en fait la totalité du corps entre en action. Je ferai une parenthèse pour dire qu'un chanteur qui interprète un ouvrage avec la conviction maximum sollicite la totalité de ses moyens physiques, intellectuels, affectifs. Bien chanter est une œuvre totale nécessitant le synchronisme de tous les moyens et ressources humaines. Comment solliciter et provoquer cet immense synchronisme du corps pour jeter au dehors de beaux sons? C'est là qu'intervient ma remarque précédente sur l'analyse que j'ai faite du phénomène vocal. Tout le travail des exercices devra consister à appuyer les sons contre les dents du haut. Dans les aigus, cette attitude est plus difficile à percevoir, mais pour tout le médium elle est plus évidente. Cette place crée un son qui n'est ni dans le nez, ni dans la gorge et par conséquent un son intéressant. Le fait de vouloir placer le son à cette place provoque le soutien. Il faudra y ajouter le soulèvement. Au cours des années, ce soulèvement et ce soutien se développent et le chanteur acquiert une soufflerie à toute épreuve. En quoi consiste ce soulèvement? Par l'action du soutien, le son qui normalement se forme à l'arrière de la bouche est porté, soulevé vers l'avant. On trouve ainsi la qualité de son entendue chez les grands chanteurs. Dans cette action, ne pas oublier la notion de direction afin que le son n'aille pas s'enfermer dans les résonateurs. En chantant selon les circonstances, on peut respirer de deux façons. Quand l'écriture vocale ne le permet pas, on a recours à une respiration instinctive qui, si le soutien est efficace, ne pose aucun problème. Mais il faut également développer une respiration, la bouche étant fermée, respiration nasale capable de porter à son maximum la capacité respiratoire du chanteur et son mouvement abdominal. Il faut maintenant essayer de parler du son que l'on soutient, de sa forme et du bâillement. En écoutant les grands chanteurs du passé, on remarque que souvent le chant chez les femmes date beaucoup plus que celui des hommes. Pourquoi? Quand on a cette sensation, c'est que le chant n'est pas bâillé mais serré, ce qui donne un effet de préciosité peu convaincant. Je reviendrai sur le bâillement. Le grand danger pour la voix de femme est la facilité qu'elle a de passer en voix de tête. On arrive alors dans toute autre chose, et on échappe complètement à mon raisonnement. On pourrait parler assez longuement des inconvénients de cette attitude nasale, dont la principale est la qualité ou la non-qualité des aigus. La grande artiste belge Clara Claibert a porté cette attitude à son maximum. Je voudrais d'abord donner une consistance au son habituel. Ce son, s'il s'appuie contre les dents du haut, sera le plus en avant possible, et on obtient un résultat encore plus net en lui donnant une forme verticale. Plus le son est en avant, plus l'articulation sera bonne. Il est tout à fait possible d'articuler correctement des sons, présentant principalement une forme verticale. Pour le I, le E, le U et le E, on peut admettre que c'est une règle. Pour le O et le AN, trop de verticalité amenuise le son. Il faudra donc revenir vers plus de rondeur, mais au départ la verticalité est très utile et très intéressante. Dans l'aigu, seule la forme verticale permet de monter facilement, elle libère le son en abaissant au maximum le niveau de l'émission. Pour que l'émission soit homogène, il faut donc adopter dans le bas cette forme à dominante verticale. D'autre part, cette forme supprime les passages, si difficiles pour tous les chanteurs. Elle permet de construire un soutien puissant et efficace à cause de la place où elle amène le son.
Le danger en français, c'est que beaucoup de sons, si on ne les gouverne pas, prennent une forme horizontale qui monte volontiers vers le nez. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.